Le texto de Célia est arrivé à 16h47 précise, un mardi qui était déjà parti en vrille. Maman te veut pour le dîner ce soir. 7 heures pétantes. Ne sois pas en retard. Rien ne dit, je t'aime, comme une convocation à l'aube. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, commenter et appuyer sur le bouton d'enthousiasme pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Je fixais l'écran de mon téléphone, regardant le curseur clignoter dans le champ de réponse, comme un minuscule doigt d'honneur. 22 ans de mariage, et ma femme communiquait toujours avec moi comme si j'étais son assistant personnel. Et un particulièrement stupide, de surcroît. Je m'appelle Nick Ferry et à 44 ans, j'ai appris que la vie a un sens de l'humour tordu. Je suis consultant en informatique à Millbrook, dans le Connecticut, une de ces villes de la Nouvelle-Angleterre digne d'une carte postale où tout le monde conduit des voitures de luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre et jacasse sur les voisins qu'ils détestent secrètement. Le genre d'endroit où le plus grand scandale est d'utiliser la mauvaise fourchette au country club. Du moins, c'est ce que je pensais. Je me suis garé dans l'allée circulaire de Livia Moretti à 18h58, car être en avance serait en quelque sorte pire que d'être en retard. Le vieux manoir victorien se dressait devant moi comme sorti d'un roman gothique, tout en volets sombres et fenêtres réprobatrices. La mère de Célia en avait hérité de son défunt mari, avec sa fortune dans la construction et son talent pour donner aux gens l'impression d'être des insectes sous une loupe. La BMW de Célia était déjà là, d'un blanc étincelant dans l'allée, comme une perle dans sa coquille d'huître. Ma Honda de 10 ans semblait embarrassée, garée à côté. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse frapper. Livia Moretti se tenait là, dans toute sa gloire de 62 ans, les cheveux argentés tirés en un chignon si serré qu'il aurait pu casser des noix, vêtue d'une robe noire qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de prêt immobilier. « Nicolas », dit-elle, prononçant mon nom comme si c'était une maladie. « Tu es presque en retard. »« Presque, ça ne compte pas, maman », ai-je répondu en entrant dans le hall qui sentait le parfum cher et le vieil argent, sauf à la pétanque et au lancer de grenades. Elle n'a pas ri. Livia ne riait jamais de mes blagues. Célia est sortie de la cuisine, magnifique comme toujours. À 40 ans, elle faisait encore tourner les têtes partout où elle allait. Des cheveux auburn qui captaient la lumière comme du cuivre filé, des yeux verts qui auraient pu vendre de la glace à des Esquimaux, et un sourire qui m'avait autrefois fait oublier mon propre nom. Elle travaillait comme directrice marketing chez Prestige Motor, le concessionnaire de voitures de luxe de la ville, et elle s'habillait en conséquence. Ce soir-là, elle portait un chemisier en soie couleur crème et un pantalon noir qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. « Salut, chérie », dit-elle en me donnant un baiser superficiel sur la joue. Ses lèvres étaient froides. « Mesdames », dis-je en les suivant dans la salle à manger où Livia avait mis la porcelaine de sa grand-mère. La belle vaisselle. Soit quelqu'un allait se marier, soit quelqu'un allait être enterré. Drea Castiano était déjà assise à table, car bien sûr qu'elle l'était. La meilleure amie de Célia depuis le lycée. Drea était le genre de femme qui collectionnait les ragots comme d'autres collectionnent les timbres. 41 ans, 2 fois divorcée, et aigrie en permanence par ses 2 expériences. Elle travaillait comme réceptionniste au même concessionnaire que Célia, ce qui signifiait qu'elle connaissait les affaires de tout le monde et n'hésitait pas à les partager. « Nick », s'exclama Drea avec un faux enthousiasme. « Comment vont les affaires informatiques ?»« Florissantes », dis-je en prenant ma place désignée. Rien de tel que l'incompétence technologique des autres pour me maintenir en activité. Livia servit son fameux osso bucco et pendant les 20 premières minutes, la conversation resta prudemment neutre. Le temps, la politique locale, la nouvelle clôture des voisins qui était apparemment trop haute de 15 cm selon le règlement de l'association des propriétaires. Puis Drea ouvrit la bouche. Célia a tellement travaillé ces derniers temps, dit-elle en coupant son veau avec une précision chirurgicale. Toutes ces nuits tardives au concessionnaire, son dévouement porte vraiment ses fruits. Monsieur Patterson est très impressionné par ses performances. Quelque chose dans son ton a fait sonner mon radar. J'ai jeté un coup d'œil à Célia, qui était soudainement très intéressée par son verre de vin. « Des nuits tardives ?» ai-je demandé. « Je croyais que tu dînais avec des clients. »« C'est le cas », dit rapidement Célia. Drea parle juste du processus dans son ensemble. Tu sais comment c'est avec les ventes de voitures de luxe. Tout se passe après les heures de bureau. Livia hocha la tête d'un air approbateur.
Ma Célia a toujours été ambitieuse. Pas comme certaines personnes qui se contentent de réparer des ordinateurs toute la journée. La pique a atteint sa cible, mais j'avais développé une carapace au fil des ans. Quelqu'un doit bien faire tourner le monde, maman. On ne peut pas tous vendre des voitures hors de prix à des gens en pleine crise de la quarantaine. Drea a gloussé. Elle a littéralement gloussé comme si j'avais dit quelque chose d'hilarant. Oh, Nick, tu es si drôle. Elles ont échangé un regard. Un de ces regards rapides et significatifs que les femmes pensent que les hommes ne remarquent pas. Mais j'étais marié depuis assez longtemps pour le capter. Qu'y a-t-il de si amusant, ai-je demandé. Rien, dit Célia. Drea te trouve juste spirituel. Spirituel comme un bouffon du roi, marmonna Livia en italien, pensant probablement que je ne pouvais pas la comprendre. Le truc, c'est que quand on grandit dans un quartier italien de Boston, on apprend la langue, qu'on le veuille ou non. J'écoutais Livia m'insulter en italien depuis 2 décennies, et elle n'avait aucune idée que je comprenais chaque mot. Allora, il buffone veniva pagato per un tratner, ai-je répondu avec aisance. Au moins, le bouffon du roi était payé pour divertir. Le silence qui suivit fut si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. La fourchette de Livia s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Les yeux de Drea s'écarquillèrent. Célia avait l'air d'avoir avalé sa langue. « Tu parles italien » demanda Livia, sa voix à peine un murmure. « Couramment » dis-je en prenant une gorgée de vin. « Depuis environ 15 ans. » C'est drôle tout ce qu'on apprend quand on est attentif. Le reste du dîner se déroula dans un silence inconfortable, seulement rompu par le cliquetis des couverts contre la porcelaine. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans leur tête, se demandant ce que j'avais pu comprendre d'autre au fil des ans. Alors que nous débarrassions les assiettes, je me suis excusé pour aller aux toilettes. Sur le chemin du retour, j'ai entendu des voix venant de la cuisine. Célia et Drea parlaient à voix basse. « Il faut être plus prudente » disait Célia. « S'il a tout compris. »« Détends-toi » répondit Drea. « Il ne pige rien aux choses importantes. Continue juste de jouer l'épouse dévouée jusqu'à ce que la prime arrive. Ensuite, on verra comment gérer l'idiot. » Mon sang se glaça. L'idiot. Ce serait moi. Je suis resté figé dans le couloir, m'efforçant d'en entendre plus, mais elles étaient passées à la discussion de la nouvelle coiffure de quelqu'un. Quelles que soient les choses importantes, elles n'en parlaient plus maintenant. Je les ai rejointes dans la cuisine, affichant mon plus beau sourire de mari inconscient. Super dîner, maman. Merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir, Nicolas, dit Livia, bien que son ton suggéra le contraire. Le trajet de retour fut silencieux. Célia regardait par la fenêtre passager, perdue dans ses pensées. Je voulais lui demander de quoi elle et Drea avaient chuchoté. Mais quelque chose me retenait. Appelez ça de l'intuition. Appelez ça 22 ans de mariage. Appelez ça le sentiment nauséeux dans mon ventre qui me disait que je ne voulais vraiment pas connaître la réponse. Tu ne m'as jamais dit que tu parlais italien, dit Célia alors que nous nous garions dans notre allée. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. D'ailleurs, je pensais que ce serait utile de comprendre ce que ta mère pense vraiment de moi. Elle ne le pense pas vraiment. C'est juste sa façon d'être. Sa façon de me traiter d'imbécile sans valeur qui ne mérite pas sa précieuse fille, n'est-ce pas? Célia ne le nia pas. Nous nous sommes couchés ce soir-là sans dire un mot de plus. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, écoutant la respiration de Célia à côté de moi, me demandant ce que j'avais manqué d'autre. Quelles autres conversations avaient eu lieu juste sous mon nez? Quelle était cette prime qu'elle avait mentionnée? Et pourquoi me sentais-je soudainement comme un étranger dans ma propre vie? Le lendemain matin commença comme n'importe quel autre. Célia partit travailler à 7h30 précise, café à la main, ses talons de créateur claquant sur le parquet comme un compte à rebours. Elle m'embrassa sur la joue, le même baiser superficiel qu'elle me donnait depuis des mois, et disparut dans sa BMW sans un regard en arrière. J'ai travaillé de mon bureau à domicile ce jour-là, résolvant des problèmes de réseau pour un cabinet d'avocats du centre-ville. Un travail ennuyeux, mais qui payait les factures et me permettait d'organiser mon propre emploi du temps. Vers midi, j'ai décidé de surprendre Célia avec un déjeuner. Appelez ça une offre de paix après le dîner gênant chez sa mère. Prestige Motor se trouvait à l'angle de Maine et Elm, tout en verre et en chrome, conçu pour que les clients aient l'impression d'entrer dans un temple du culte automobile.
La salle d'exposition présentait le genre de voiture qui coûtait plus cher que la plupart des maisons des gens. Des Ferrari, des Lamborghini, des Bentley, le genre de véhicule qui criait « J'ai plus d'argent que de bon sens ». J'ai trouvé Célia dans son bureau, porte fermée, parlant avec animation au téléphone. À travers la paroi vitrée, je pouvais la voir gesticuler avec sa main libre, arborant ce sourire éclatant qui m'était autrefois réservé. « Non, jeudi ne marchera pas », disait-elle alors que je frappais et entrais. « J'ai ce truc avec mon mari. Que dirais-tu de vendredi ?» Elle leva les yeux, surprise, et mit rapidement fin à l'appel. « Nick, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je t'ai apporté le déjeuner, » dis-je en brandissant le sac de sa sandwicherie préférée. « Je pensais qu'on pourrait manger ensemble. »« C'est gentil, mais je suis débordé aujourd'hui. On remet ça. » J'ai jeté un coup d'œil à son bureau. Il était relativement dégagé, à l'exception de quelques brochures et de son ordinateur. Ça n'a pas l'air si chargé. Les apparences peuvent être trompeuses, dit-elle en prenant le sac. Merci pour ça, cependant. Je le mangerai plus tard. C'était un renvoi, pur et simple. J'étais marié depuis assez longtemps pour reconnaître les signes. À qui parlais-tu, ai-je demandé, essayant de garder un ton décontracté. Un client, très exigeant. Tu sais comment c'est. C'est ça, la clientèle des dîners tardifs. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Exactement. Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir et me suis dirigé vers la porte, mais quelque chose m'a fait me retourner. Au fait, c'est quoi cette prime que tu as mentionnée, Andrea? Tu as eu une promotion? La couleur quitta son visage si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Une prime? Hier soir, dans la cuisine de ta mère, tu as dit quelque chose à propos d'attendre que la prime arrive. Oh, ça, elle força un rire. Ce n'est rien de défini, j'espère juste une bonne évaluation trimestrielle. Tu sais comment ça se passe. Mais je ne savais pas. Durant toutes nos années ensemble, Célia n'avait jamais été secrète au sujet de son travail. Elle me racontait habituellement tout, parfois plus que je ne voulais en entendre. J'ai passé le reste de la journée avec le sentiment lancinant que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce soir-là, j'ai décidé de mener ma petite enquête. Pas de l'espionnage, me suis-je dit, juste de l'attention. Le sac à main de Célia était sur le comptoir de la cuisine, là où elle le laissait toujours. À l'intérieur, j'ai trouvé les suspects habituels, portefeuille, clés, maquillage, pastilles à la menthe. Mais niché dans une poche latérale se trouvait quelque chose qui a fait sauter mon cœur. Une montre d'homme, en or, chère, avec une gravure au dos, AVH, pour toujours, CVH. Très coquin probablement. Ou peut-être très cornu. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas la mienne. J'ai remis la montre exactement où je l'avais trouvée et je suis allé dans mon bureau. Il était temps de faire ce que je faisais de mieux, fouiller dans les miettes de pain numérique. Célia n'était pas particulièrement douée en technologie, ce qui jouait en ma faveur. Elle utilisait le même mot de passe pour tout, Maddy 2005, le nom et l'année de naissance de notre fille. Maddy était maintenant à l'université, en première année à NYU pour étudier le journalisme. Une gamine intelligente, plus intelligente que son vieux père, apparemment. Les emails de Célia n'ont rien révélé d'intéressant. Correspondance de travail, confirmation d'achat, notification de réseaux sociaux. Mais ces SMS étaient une autre histoire. Le fil de discussion le plus récent était avec quelqu'un listé comme « V » dans ses contacts. Les messages m'ont retourné l'estomac. « V, j'ai hâte de te voir ce soir. » Même endroit. Célia, 7h30. Ne sois pas en retard. V, je ne manquerai ça pour rien au monde. Tu sais l'effet que tu me fais. Célia, garde ça pour plus tard, mon tigre. L'horodatage indiqué hier. Le jour même où elle avait dîné chez sa mère. Le jour même où elle était censée travailler tard avec des clients. J'ai fait défiler des semaines de messages, des dizaines, des plans pour se voir, des conversations intimes, des photos que je ne voulais absolument pas voir. Le pire n'était pas la trahison elle-même. C'était la durée. D'après l'historique des messages, Célia me trompait depuis au moins 3 mois, peut-être plus. Mes mains tremblaient en fermant le téléphone. 22 ans de mariage. 22 ans à penser que je connaissais la femme qui dormait à côté de moi chaque nuit. 22 ans à me faire prendre pour un idiot.
Je me suis versé 3 doigts de bourbon et je me suis assis dans mon fauteuil de bureau, fixant le vide. La maison semblait différente maintenant, plus petite, comme si les murs se refermaient sur moi. Vers minuit, Célia est rentrée. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, ses talons sur les marches du perron, le tintement des clés. Elle se déplaçait silencieusement dans la maison, pensant probablement que j'étais endormi. Comment était le travail, ai-je lancé alors qu'elle passait devant mon bureau. Elle a sursauté comme si on lui avait tiré dessus. Jésus, Nick, tu m'as fait peur. Je te croyais au lit. Impossible de dormir. Comment était le dîner avec les clients? Bien. Ennuyeux, en fait. Juste des affaires. Elle reculait déjà vers les escaliers. Je suis épuisé. À demain matin. Bien sûr, ma chérie. Elle a disparu à l'étage et j'ai entendu la douche couler, lavant les preuves, probablement. La pensée me rendit malade. J'ai passé le reste de la nuit à planifier. Pas une vengeance, pas encore. Mais j'avais besoin d'en savoir plus. Qui était VH? À quel point était-ce sérieux? Et surtout, qu'allais-je faire à ce sujet? Au matin, j'avais un plan. Ce n'était pas joli et ce n'était pas particulièrement noble, mais c'était le mien. La première étape était de découvrir qui était VH. Cela s'est avéré plus facile que prévu. Une recherche rapide des licences commerciales locales a révélé Vincent Hart, agent immobilier et pilier de la communauté, 49 ans, marié à Julia Hart, père de 2 enfants adultes. Sa photo sur le site web de Millbrook Realty montrait un homme qui passait clairement trop de temps à la salle de sport et pas assez à développer une personnalité. Vincent Hart, Vince pour ses amis, V pour ma femme. Je l'avais rencontré quelques fois lors d'événements municipaux. Le genre de type qui serre des mains, tape dans le dos, et appelle tout le monde, mon pote, parce qu'il ne peut pas se donner la peine de se souvenir de leur nom. Il conduisait une Porsche argentée et portait des costumes qui coûtaient plus cher que ma voiture. Le genre d'homme qui pensait que le monde lui devait tout et que les autres n'étaient là que pour le servir. Eh bien, Vincent Hart était sur le point d'apprendre que certaines personnes ne paient pas leurs dettes en silence. J'ai suivi Célia le soir suivant, restant à 3 voitures derrière comme dans les films. Elle s'est rendue au Millbrook Inn, un hôtel de charme à la périphérie de la ville qui accueillait les voyageurs fortunés et les locaux en quête de discrétion. Le parking était faiblement éclairé, parfait pour les rendez-vous clandestins. La BMW de Célia s'est garée à côté d'une Porsche argentée. Même de loin, je pouvais voir les plaques d'immatriculation personnalisées, Varin. Subtil comme une brique à travers une fenêtre. Je me suis garé derrière un camion de livraison et j'ai regardé Vince Hart sortir de sa voiture. Il portait un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel, ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré la brise du soir. Le genre d'homme qui semblait sortir d'une publicité pour un scotch de luxe. Célia est sortie de sa voiture, vêtue d'une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose me disait qu'elle ne venait pas du grand magasin local. Ils se sont étreints sur le parking comme des amants dans un roman d'amour, tout en passion et désir désespéré. J'ai eu envie de vomir. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Si ça devait mal se terminer, et ça allait être le cas, je voulais des preuves. Ils ont disparu dans l'hôtel, bras dessus, bras dessous. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, la rage montant dans ma poitrine comme une cocotte minute. 22 ans de mariage, et c'est comme ça que ça se terminait. Sur un parking d'hôtel, à regarder ma femme s'éloigner avec un autre homme. Mais la rage, ai-je découvert, pouvait être une émotion utile. Elle a consumé la douleur et l'apitoiement, laissant derrière elle quelque chose de plus dur, quelque chose qui voulait une revanche. Je suis sorti de ma voiture et j'ai traversé le parking. La Porsche n'était pas verrouillée, car pourquoi quelqu'un volerait-il Vincent Hart? J'ai ouvert la portière du conducteur et j'ai regardé autour. L'intérieur était tout en cuir et bois poli, le genre d'ostentation qui criait « Je compense quelque chose ». Dans la boîte à gants, j'ai trouvé les papiers d'immatriculation, les documents d'assurance et une petite flasque en argent gravée de ses initiales. J'ai dévissé le bouchon et j'ai reniflé. Du whisky cher. Du bon. J'en ai versé partout sur ces sièges en cuir. Ensuite, je suis allé au coffre de ma Honda et j'ai récupéré ma trousse d'urgence. Tout informaticien en a une. Tournevis, pince à dénuder, ruban isolant et des clés. Beaucoup de clés.
La plus longue a produit un son magnifique en griffant la peinture immaculée de la Porsche, du phare au feu arrière, des deux côtés. Des sillons profonds qui coûteraient des milliers de dollars à réparer. Le mot « tricheur » peint à la bombe sur le pare-brise avait une touche particulièrement artistique. J'admirais mon œuvre lorsque la porte d'entrée de l'hôtel s'est ouverte. Vince Hart est sorti seul, se dirigeant probablement vers sa voiture pour quelque chose. Il s'est arrêté net en voyant les dégâts, son visage passant par la confusion, l'incrédulité, et enfin la rage. « C'est quoi ce bordel ?» Il s'est retourné, cherchant le coupable, et ses yeux se sont posés sur moi. « Vous. Qu'est-ce que vous avez fait à ma voiture ?» Je l'ai améliorée, dis-je en m'approchant de lui. J'ai ajouté un peu de caractère, un peu d'honnêteté. Vous êtes ce type de l'informatique, Nick quelque chose. Nick Ferry. Le mari de Celia. Vous savez, la femme avec qui vous couchez depuis 3 mois. Son visage est devenu pâle, puis rouge. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si, vous savez, Vince. Je peux vous appeler Vince? Ou préférez-vous V? C'est comme ça que Celia vous appelle dans ses SMS. Des trucs très intimes. Très détaillés. Il a jeté un coup d'œil vers l'entrée de l'hôtel, s'inquiétant probablement que Celia voie cette confrontation. Écoutez, mon pote. Je ne suis pas votre pote. Je me suis approché et il a reculé contre sa voiture en ruine. Je suis le type dont vous vous êtes tapé la femme. Je suis le type dont vous avez détruit le mariage, et je suis le type qui va vous le faire payer. Vous êtes fou. Je vais appeler la police. Allez-y. Je leur montrerai les photos que j'ai prises de vous et Celia en train de vous peloter sur ce parking. Je leur montrerai les SMS. Je leur montrerai la montre qu'elle trimballe avec vos initiales dessus. J'ai souri, et c'était comme du verre brisé. Comment pensez-vous que votre femme Julia réagira à toutes ces preuves? La couleur quitta son visage. Vous n'oseriez pas, mettez-moi au défi. Pendant un instant, nous sommes restés là, à nous regarder. Des hommes d'âge mûr agissant comme des adolescents, tout en posture et en orgueil blessé. Puis Vince a fait une erreur. Il m'a poussé. Ce n'était pas une forte poussée, juste assez pour me faire trébucher en arrière. Mais c'était assez. J'avais pris des cours de boxe dans la vingtaine, à l'époque où je pensais que j'aurais peut-être besoin de me défendre un jour. Il s'est avéré que j'avais raison. Mon poing droit l'a attrapé à la mâchoire avec un craquement satisfaisant. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit, mais assez fort pour l'envoyer s'étaler sur le capot de sa Porsche. Restez loin de ma femme, dis-je, debout au-dessus de lui. Restez loin de ma famille. Et si vous pensez même à riposter, souvenez-vous que je sais où vous vivez, où vous travaillez, et où vous aimez emmener les femmes des autres pour des soirées romantiques. Je suis retourné à ma voiture, le laissant saignant de la lèvre et examinant les dégâts de sa précieuse Porsche. Mes jointures me faisaient mal, mais c'était une bonne douleur. Le genre qui vous rappelle que vous n'êtes pas complètement impuissant. En partant, j'ai vu Celia sortir de l'hôtel. Même de loin, je pouvais voir sa confusion alors qu'elle contemplait la scène. Vince par terre, sa voiture détruite, l'odeur de whisky cher dans l'air. J'ai baissé ma vitre et je l'ai salué en passant. L'expression sur son visage valait chaque centime que le divorce me coûterait. Mais je ne pensais plus au divorce. Je pensais à la vengeance. Et Vincent Hart venait de me donner toute la motivation dont j'avais besoin. J'ai appelé mon meilleur ami Pete Kowalski le lendemain matin. Pete possédait un garage à la périphérie de la ville, le genre d'endroit où les gars de la classe ouvrière allaient faire réparer leur voiture sans se faire arnaquer. Il avait 45 ans, était bâti comme une armoire à glace, et était mon ami depuis le lycée. Plus important encore, il n'avait aucune sympathie pour les types riches qui pensaient que le monde leur devait quelque chose. « Tu as fait quoi ?» demanda Pete, s'étouffant presque avec son café. Nous étions assis dans son bureau, qui n'était en réalité qu'un coin du garage, séparé des bails de travail par une cloison vitrée. L'endroit sentait l'huile de moteur et le travail honnête. J'ai rayé sa voiture et je l'ai frappé au visage, ai-je répété. Et je le referai. Pete se pencha en arrière dans sa chaise, qui craqua de manière inquiétante sous son poids. Nick, mon pote, je te connais depuis 30 ans. Tu n'as jamais frappé personne de ta vie. Il y a une première fois à tout. Et comment? Il sourit. Ça t'a fait quoi? Mieux que ce à quoi je m'attendais. Mais ce n'est pas assez.
Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré quelques-uns des SMS entre Celia et Vince. L'expression de Pete s'assombrit en lisant. Salaud, marmonna-t-il. Depuis combien de temps ça dure? Au moins 3 mois, peut-être plus. Et Pete, je pense qu'il y a plus que juste l'affaire. Je lui ai parlé de la conversation que j'avais surprise chez Livia, de la mystérieuse prime, de la façon dont Celia et Drea s'étaient comportés. Pete a écouté sans m'interrompre, son visage devenant de plus en plus rouge à chaque détail. Alors, c'est quoi le plan? A-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je veux les détruire. Tous les deux, Celia et Vince. Je veux prendre tout ce qui leur est cher et le réduire en cendres. Pete hocha lentement la tête. J'en suis. De quoi as-tu besoin? Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier. Pete connaissait tout le monde en ville. Mécaniciens, entrepreneurs, barman, serveuses, le genre de personnes qui voient tout et se souviennent d'encore plus. S'il y avait des secrets à découvrir, le réseau de Pete les trouverait. Mon travail était le côté numérique. Relevés téléphoniques, réseaux sociaux, comptes de messagerie, tout ce qui pouvait être piraté, tracé ou exposé. Et Drea, demanda Pete. Elle est dans le coup aussi, non? Oh, Drea va couler avec le navire, ai-je dit. Mais d'abord, concentrons-nous sur le capitaine et le second. Cet après-midi-là, j'ai mis la première partie de notre plan en action. J'ai créé une fausse adresse email et j'ai envoyé un message à Julia Hart, la femme de Vince. L'objet était « quelque chose que vous devriez savoir sur votre mari ». Le message était simple, vérifiez son téléphone. Cherchez les messages d'une personne nommée C. Vous les trouverez intéressants. Je n'ai pas signé. Je n'ai fourni aucun contexte supplémentaire. Juste assez pour planter une graine de doute. Ensuite, j'ai appelé Prestige Motor et j'ai demandé Celia. Quand elle a pris le téléphone, j'ai pu sentir la tension dans sa voix. Nick, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne m'appelles jamais au travail. Je voulais juste entendre ta voix, ai-je dit. Comment se passe ta journée? Bien. Chargé, comme d'habitude. Des clients intéressants aujourd'hui? Une pause. Non. Pourquoi? Simple curiosité. Tu semblais stressé en rentrant hier soir. Je pensais que tu avais peut-être eu une réunion difficile pour le dîner. C'était bien, Nick. Écoute, je dois vraiment retourner au travail. Bien sûr. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Les mots sonnaient creux de nos 2 bouches. Ce soir-là, j'ai intercepté le téléphone de Celia pendant qu'elle était sous la douche. Le fil de discussion avec Vince était explosif. Vince, ton taré de mari a détruit ma voiture et m'a agressé. Il faut que ça s'arrête. Celia, il sait. Vince, il sait tout. Les hôtels, les messages, tout. Vince, qu'est-ce qu'on va faire? Celia, je ne sais pas. Julia a posé des questions. Quelqu'un lui a envoyé un email anonyme. Vince, c'est une catastrophe. Et le plan? Celia, oublie le plan. On doit faire profil bas jusqu'à ce que ça se tasse. Vince, on ne peut pas s'arrêter maintenant. Pas quand on est si près du but. Le plan. Le voilà de nouveau. Quoi qu'il complotait, c'était plus gros qu'une simple liaison. J'ai transféré toute la conversation sur mon propre téléphone, puis j'ai supprimé les preuves de l'historique des messages de Celia. Qu'il pense être prudent. Le lendemain matin a apporté le premier signe que ma guerre psychologique fonctionnait. Je prenais mon café dans la cuisine quand Celia est descendue, déjà habillée pour le travail. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Il faut qu'on parle, dit-elle en s'asseyant en face de moi à la table du petit déjeuner. De quoi? De nous. De notre mariage. Je pense qu'on devrait envisager une thérapie. J'ai failli rire. Après des mois de tromperie, maintenant elle voulait travailler sur notre relation. C'est une suggestion intéressante, dis-je. Qu'est-ce qui a provoqué ça? On s'est éloigné. Je le sens. Peut-être que si on parlait à quelqu'un, un professionnel, quelqu'un d'objectif. Exactement. J'ai hoché la tête pensivement. Tu sais quoi? Tu as raison. On devrait absolument parler à quelqu'un. Mettre tout sur la table. Plus de secrets.
Le soulagement sur son visage était presque comique. Elle pensait qu'elle me manipulait, me dirigeant vers une solution qui lui permettrait de contrôler le récit. Pauvre Célia. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je vais passer quelques appels, dit-elle. Trouver quelqu'un de bien. Ce serait super, chérie. J'ai hâte. Elle m'a embrassé sur le front, la première affection sincère qu'elle m'avait montrée depuis des semaines, et s'est dirigée vers la porte. J'ai regardé sa BMW disparaître dans la rue, puis j'ai appelé Pete. La phase 1 est terminée, lui ai-je dit. Il est temps pour la phase 2. C'est quoi la phase 2? On va leur donner exactement ce qu'ils veulent. Une chance de raconter leur version de l'histoire devant toute la ville. Pete a gloussé. Tu commences à me faire peur, mon pote. Dans le bon sens. Bien, parce qu'on ne fait que commencer. Le gala de charité annuel de Millbrook était l'événement social de la saison. Chaque année, l'élite de la ville se réunissait au country club pour enchérir sur des articles donnés, manger du poulet hors de prix, et se féliciter de leur générosité. La cause de cette année était les programmes d'alphabétisation pour les enfants défavorisés, une cause louable qui ferait bien sur les réseaux sociaux de tout le monde. Célia avait prévu d'y assister depuis des mois. Elle avait acheté une nouvelle robe, pris des rendez-vous chez le coiffeur, coordonné le transport avec Drea. C'était le genre d'événement où elle pouvait réseauter, baratiner des clients potentiels, et montrer sa réussite. C'était aussi le lieu parfait pour une exécution publique. Je m'étais porté volontaire pour aider à l'installation audiovisuelle, ce qui m'a donné accès au système de sonorisation, aux projecteurs et au réseau sans fil. La coordinatrice de l'événement, une femme harassée nommée Suzanne, était reconnaissante de toute l'aide technique qu'elle pouvait obtenir. Les microphones ont déconné toute la semaine, m'a-t-elle expliqué alors que je testais l'équipement. Et nous diffusons la partie des enchères en direct, donc tout doit fonctionner parfaitement. Ne vous inquiétez pas, les jeux assurés. Je m'assurerai que tout le monde entende chaque mot. Célia est arrivée à 19h précise, magnifique dans une robe bleu nuit qui épousait ses courbes aux bons endroits. Elle s'était fait coiffer en un chignon élégant et son maquillage était impeccable. Elle ressemblait à une femme qui avait tout sous contrôle. Elle n'avait aucune idée que son monde était sur le point d'imploser. Vince Hart a fait son entrée 20 minutes plus tard, jouant le rôle de l'homme d'affaires prospère. Son smoking était parfaitement taillé, son sourire étudié et confiant. Il parcourait la salle comme un politicien, serrant des mains et faisant la causette. Le pansement sur sa lèvre de notre rencontre sur le parking était à peine visible. Julia Hart était remarquablement absente. Selon les sources de Pete, elle avait posé beaucoup de questions sur le comportement récent de son mari. L'email anonyme avait fait son travail. La soirée s'est déroulée normalement pendant les cocktails et le dîner. J'étais assis à une table au fond, regardant Célia charmer des clients potentiels tandis que Drea buvait ses paroles. Elles étaient dans leur élément. Deux arrivistes de petite ville qui pensaient jouer dans la cour des grands. Vers 21h, les enchères ont commencé. Les articles allaient des forfaits vacances aux œuvres d'art données par des artistes locaux. Les enchères étaient animées mais civilisées. Exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de gens avec plus d'argent que de bon sens. J'ai attendu que la foule soit détendue, les portefeuilles ouverts, l'attention concentrée sur la scène. Puis j'ai activé ma surprise. La première image est apparue sur l'écran de projection principal derrière le commissaire-priseur. C'était un fil de discussion SMS entre Célia et Vince, agrandi pour que tout le monde dans la salle puisse le lire. Vince, je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Tu me rends fou. Célia, garde un peu d'énergie pour ce soir. J'ai des plans pour toi. Le commissaire-priseur s'est arrêté au milieu d'une phrase. La salle est devenue silencieuse, à l'exception du bruissement des tissus alors que 300 têtes se tournaient pour regarder l'écran. Problème technique, ai-je annoncé depuis ma position à la cabine de son. Donnez-moi juste un instant pour régler ça. Mais au lieu de régler le problème, je suis passé à la diapositive suivante. Celle-ci montrait une photo de Vince et Célia s'embrassant sur le parking de l'hôtel, prise avec le téléobjectif de mon téléphone. Quelqu'un a halté. Quelqu'un d'autre a commencé à chuchoter. Je pouvais voir Célia à sa table, le visage blanc de choc, me faisant frénétiquement signe d'arrêter. En fait, ai-je dit en prenant le micro sans fil, je pense que tout le monde devrait voir ça. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter les vrais Célia Ferry et Vincent Hart.
La diapositive suivante était une compilation de SMS s'étalant sur 3 mois. Des conversations intimes, des arrangements de rendez-vous, des photos explicites que j'avais soigneusement censurées mais laissées assez suggestives pour faire passer le message. Ma femme a une liaison, ai-je annoncé à la foule stupéfaite, avec un homme marié, dans des chambres d'hôtel payées avec de l'argent qui aurait dû aller à leur famille. Vince était maintenant debout, essayant de se frayer un chemin à travers la foule vers la scène, mais Pete s'était positionné, lui et plusieurs de ses amis, stratégiquement dans la salle. Vince a trouvé son chemin bloqué par 115 kilos de mécaniciens en colère. « C'est privé », a crié Célia de sa table. « Tu n'as pas le droit. »« J'ai tous les droits », ai-je répondu en cliquant sur la diapositive suivante. « C'est mon mariage, ma vie, mon humiliation. Et maintenant, c'est le divertissement de tout le monde. » La nouvelle diapositive montrait des relevés bancaires que j'avais obtenus grâce à un piratage créatif. Des frais dans des restaurants chers, des hôtels, des bijouteries, tous à des dates où Célia avait prétendu travailler tard. Mais attendez, ai-je dit, en imitant un animateur de jeux télévisés. Il y a plus. La dernière diapositive était une capture d'écran d'un email que j'avais trouvé enfoui dans le dossier des éléments supprimés de Célia. Il était adressé à Vince et contenait des plans détaillés pour quelque chose appelé « Projet Jackpot ». Il semble que l'affaire n'était que le début, ai-je annoncé. Il prévoyait de détourner de l'argent de Prestige Motor. Ma femme et son amant ne se contentaient pas de tromper leur conjoint. Ils prévoyaient de voler leur employeur. La salle a éclaté dans le chaos. Les gens criaient, montraient du doigt, prenaient des photos avec leur téléphone. La diffusion en direct fonctionnait toujours, diffusant tout sur Internet. En quelques minutes, ce serait partout sur les réseaux sociaux. Vince a finalement réussi à se libérer du blocus de Pete et s'est précipité sur la scène. « Espèce de salaud », a-t-il crié en se jetant sur moi. Je me suis écarté à la dernière seconde, et l'élan de Vince l'a emporté directement dans la table d'exposition des enchères. Il s'est écrasé à travers une collection d'œuvres d'art données, envoyant de la peinture et de la toile voler partout. Le son du verre brisé a résonné dans la salle de bal alors qu'il atterrissait tête la première dans ce qui avait été autrefois une sculpture de cygne. La foule a rugi de rire et d'applaudissements. Quelqu'un a commencé à scander « Jerry ». Jerry, comme si nous étions dans un talk-show de jour. Célia pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues en rivière noire. Drea l'avait abandonnée, disparaissant dans la foule comme l'amie opportuniste qu'elle avait toujours été. « Mesdames et messieurs », ai-je dit dans le microphone, je vous présente le vrai Vincent Hart, tricheur, voleur, et apparemment, artiste de performance. Vince s'est relevé péniblement, couvert de peinture et de poussière de plâtre, son smoking de luxe ruiné. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Ce n'est pas fini. Oh, mais si, ça l'est, ai-je répondu. Ta femme le sait. Tes partenaires commerciaux le savent, toute la ville le sait. Et grâce à la magie de la diffusion en direct, tout Internet le sait. Tu es fini, Vince. La sécurité est finalement arrivée. 2 policiers hors service qui avaient été engagés pour l'événement. Mais au lieu de m'arrêter, ils essayaient de ne pas rire. Monsieur, a dit l'un d'eux à Vince. Je pense que vous devriez partir. Arrêtez-le, a exigé Vince en me montrant du doigt. Il m'a agressé. Il a détruit ma voiture. Je vois un homme qui a trébuché et est tombé dans des œuvres d'art, a répondu l'officier. Quant à votre voiture, c'est une affaire civile. Vous devrez porter plainte. Alors que Vince était escorté dehors, toujours couvert de peinture et criant des menaces, j'ai tourné mon attention vers Célia. Elle était assise seule à sa table maintenant, abandonnée par ses amis et exposée au monde. 22 ans, dis-je en m'approchant d'elle. 22 ans de mariage, et c'est comme ça que ça se termine. Devant tous ceux que nous connaissons, avec toi en train de pleurer dans ton dîner hors de prix. Nick, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. On peut parler de ça à la maison. La maison? J'ai ri. Ma chérie, après ce soir, tu n'as plus de maison. Tu as une hypothèque sur une maison qui appartient à un homme qui ne veut plus jamais te revoir. Je suis parti, la laissant assise là, dans son maquillage ruiné et sa robe chère, tandis que 300 personnes prenaient des photos et des vidéos qui la suivraient pour le reste de sa vie. Le meilleur dans tout ça, c'est que la vente aux enchères de charité a rapporté plus d'argent ce soir-là que n'importe quelle année précédente. Rien de tel qu'une bonne humiliation publique pour ouvrir les portefeuilles des gens.
Alors que je rangeais mon équipement, Suzanne, la coordinatrice de l'événement, s'est approchée de moi. Elle a fait une pause, cherchant le mot juste. Point mémorable. Je vise à satisfaire, ai-je répondu. La diffusion en direct a fait planter nos serveurs. Nous avons eu plus de 50 000 vues au cours de la dernière heure. La technologie moderne, ai-je dit. N'est-ce pas merveilleux? Elle a secoué la tête et s'est éloignée, se demandant probablement comment elle expliquerait cela dans son rapport d'événement. Je suis rentré seul à la maison, les fenêtres baissées, me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des mois. L'air de la nuit était frais et pur, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mais ce n'était que le début. Celia et Vince m'avaient humilié, trahi, et avaient essayé de voler leur employeur. Ils m'avaient traité d'idiot, et pensaient pouvoir me mener en bateau. Maintenant, ils étaient sur le point d'apprendre de quoi cet idiot particulier était capable quand il se mettait à la vengeance. La vidéo est devenue virale du jour au lendemain. Le lendemain matin, débâcle du gala de charité de Millbrook était en tendance sur 3 plateformes de médias sociaux différentes. Les nouvelles locales l'ont reprise, puis les stations régionales, puis les blogs nationaux. Quelqu'un avait même créé un remix de Vince tombant dans les œuvres d'art sur une musique de cirque. J'étais célèbre, ou tristement célèbre, selon votre point de vue. Mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures du matin. Des journalistes, des producteurs de talk shows, des avocats, et des gens au hasard qui avaient vu la vidéo et voulaient donner leur opinion sur mon mariage. Je l'ai éteint et j'ai fait du café, profitant du silence. Vers midi, Pete s'est pointé avec un pack de 6 bières et un sourire triomphant. Espèce de magnifique salaud, dit-il en s'installant sur une chaise de ma cuisine. Tu l'as vraiment fait. Tu les as détruits tous les deux devant toute la ville. C'était assez satisfaisant, j'avoue. Mais je n'ai pas encore fini. Qu'est-ce que tu veux dire, mec? Ils sont finis. Celia s'est fait virer ce matin. Je l'ai appris par mon cousin qui travaille au concessionnaire. L'agence immobilière de Vince reçoit des appels de journalistes. Sa femme a demandé le divorce. Ils sont tous les deux radioactifs. Bien, mais ce n'est pas assez. Pete a ouvert une bière et a étudié mon visage. Nick, mon pote, il est peut-être temps de laisser tomber. Tu as gagné. Ils ont perdu. Mission accomplie. Non, dis-je, me surprenant par la véhémence de ma voix. Ils ne m'ont pas seulement trompé, Pete. Ils prévoyaient de voler de l'argent. Ils m'ont traité d'idiot. Ils pensaient pouvoir détruire ma vie et s'en tirer sans rien. Alors, c'est quoi la finalité? Qu'est-ce que tu veux? J'y ai réfléchi un instant. Que voulais-je? La justice? La vengeance? Ou juste la satisfaction de savoir qu'ils avaient payé le prix de ce qu'ils avaient fait? Je veux qu'ils perdent tout, dis-je finalement. Comme j'ai tout perdu quand j'ai découvert l'affaire. Je veux qu'ils ressentent ce que c'est d'avoir leur monde s'effondrer. Pete hocha lentement la tête. D'accord. Mais on fait ça intelligemment. Fini les spectacles publics. Fini les accusations d'agression en attente. On va être chirurgical. Au cours des jours suivants, nous avons mis en place la phase finale de notre plan. Le réseau de contacts ouvriers de Pete s'est avéré inestimable. Des barman qui avaient entendu des conversations, des mécaniciens qui avaient travaillé sur des voitures, des serveuses qui avaient servi des dîners intimes. Le tableau qui s'est dessiné était pire que ce que j'avais imaginé. Celia et Vince n'avaient pas seulement eu une liaison. Ils volaient systématiquement Prestige Motor depuis des mois. Fausses factures, coûts de réparation gonflés, pots de vin de fournisseurs. Ils avaient prévu de disparaître ensemble une fois qu'ils auraient accumulé assez d'argent, laissant leur conjoint et le concessionnaire gérer les conséquences. J'ai tout compilé dans un rapport complet et j'en ai envoyé des copies aux propriétaires du concessionnaire, à la police locale et au bureau du procureur général de l'État. J'ai également envoyé une copie à l'avocat du divorce de Julia Hart, juste pour m'assurer que Vince ne cacherait aucun actif avant le règlement. Mais ce n'était toujours pas assez. Le vendredi soir, je me suis rendu à la maison de Vince dans le quartier chic de Millbrook Heights. C'était une monstruosité moderne, tout en verre et en angle d'acier, conçue pour impressionner plutôt que pour accueillir. Le genre de maison qui criait « J'ai plus d'argent que de goût ». Sa Porsche argentée était dans l'allée, portant encore les cicatrices de notre rencontre sur le parking. Quelqu'un avait fait une retouche rapide de peinture,
mais on pouvait encore voir les rayures si on savait où regarder. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Vers 20h, Vince est sorti de la maison, portant une valise. Il l'a chargée dans sa voiture et est parti, se dirigeant probablement vers un hôtel maintenant que Julia l'avait mis à la porte. Parfait. J'ai appelé Pete. Il est parti. Apporte le matériel. 20 minutes plus tard, Pete est arrivé dans son pick-up, chargé de tout ce dont nous avions besoin. Des bannières, des ballons et un projecteur portable que j'avais emprunté au travail. Nous avons travaillé rapidement et silencieusement, transformant le jardin de Vince en un sanctuaire de ses échecs. La bannière tendue sur son garage disait en lettres rouges vives, Vince Hart, adultère professionnel. Les ballons étaient noirs et or, couleur de funérailles, et le projecteur, dirigé vers la fenêtre de son salon, affichait une boucle continue de ses plus grands succès du gala de charité. Mais la pièce de résistance, c'étaient les panneaux de jardin, des dizaines d'entre eux dispersés sur sa pelouse parfaitement entretenue, chacun portant un message différent. Ici vit Vincent Hart, l'adultère, demandez-moi des détails sur ma liaison, les tricheurs habitent ici. Klaxonnez si vous détestez les menteurs. Quand nous avons terminé, on aurait dit qu'une campagne politique avait explosé dans son jardin. Une campagne pour le pire être humain du monde. Tu penses qu'il va comprendre le message? Demanda Pete en admirant notre travail. S'il ne le fait pas, la prochaine fois, je l'enverrai par message aérien. Nous rangions notre matériel lorsque des phares ont balayé la cour. La Porsche de Vince est entrée dans l'allée et je pouvais voir sa silhouette derrière le volant, contemplant la scène. Il est resté assis là une bonne minute, le moteur tournant, essayant probablement de comprendre ce qu'il voyait. Puis il est sorti de la voiture et s'est dirigé vers nous. Vous, dit-il, la voix tremblante de rage. Ça s'arrête maintenant. En fait, ai-je répondu, je pense que ça ne fait que commencer. Il m'a balancé un coup de poing, un crochet large et désespéré qui aurait été embarrassant dans une bagarre de collège. J'ai esquivé facilement et je l'ai attrapé avec un uppercut qui l'a fait reculer jusqu'à sa propre porte d'entrée. Reste à terre, Vince, lui ai-je conseillé. Tu te ridiculises. Mais il n'est pas resté à terre. Il m'a de nouveau chargé, réussissant cette fois à attraper ma chemise avant que je puisse l'esquiver. Nous nous sommes battus pendant quelques secondes, deux hommes d'âge mûr agissant comme des adolescents, avant que Pete ne nous sépare. Ça suffit, a crié Pete en tenant Vince à bout de bras. Vous deux. Arrêtez ça. Vince respirait fort, le visage rouge d'effort et d'humiliation. Vous croyez avoir gagné? Vous croyez que c'est fini? Je vais vous détruire. Je vais prendre tout ce que vous avez. J'ai ri. Qu'est-ce que tu vas prendre, Vince? Ma femme infidèle, mon mariage détruit, mon humiliation publique? Tu as déjà pris tout ça. Mais le truc, c'est que je suis toujours debout, et c'est toi qui es couvert de peinture et de honte. Je vais vous poursuivre en justice pour harcèlement, pour vandalisme, pour agression. Vas-y. Je contre-attaquerai pour adultère, vol et complot en vue de commettre une fraude. On verra quel avocat est le meilleur. Il m'a regardé longuement, puis a regardé sa cour décorée, puis de nouveau moi. Le combat l'a quitté comme l'air d'un ballon percé. Pourquoi, a-t-il demandé doucement. Pourquoi me faites-vous ça? Parce que tu as détruit ma vie, ai-je dit. Parce que tu as pensé que tu pouvais prendre ma femme, voler ton employeur et t'en tirer sans conséquence. Parce que tu m'as traité d'idiot et que tu pensais que je ne découvrirais jamais rien. Je ne t'ai jamais traité d'idiot. Non. Mais tu le pensais. Chaque fois que tu me regardais. Chaque fois que tu me serrais la main à un événement municipal. Chaque fois que tu souriais et faisais la causette pendant que tu te tapais ma femme dans mon dos. Tu pensais que j'étais juste un pathétique nerd de l'informatique qui ne s'en rendrait jamais compte. Il n'a pas nié. Eh bien, félicitations, Vince. Tu avais tort. Je suis retourné à ma voiture, le laissant debout dans son jardin en ruine, entouré des preuves de ses échecs. En partant, je pouvais le voir dans mon rétroviseur, enlevant lentement les ballons un par un. C'était une petite victoire, mais elle semblait énorme. Le lendemain matin a apporté des nouvelles qui ont tout justifié. Célia avait été arrêtée pour détournement de fonds. Les preuves que j'avais fournies avaient été suffisantes pour que la police obtienne un mandat, et ils avaient trouvé des preuves supplémentaires du vol dans l'ordinateur de son bureau. Elle m'a appelé de prison, pleurant et me suppliant de payer sa caution. Je ne peux pas t'aider, lui ai-je dit.
Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec les conséquences. Nick, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je peux arranger ça. Non, Célia, tu ne peux pas arranger ça. Tu ne peux pas nous arranger. Tu ne peux rien arranger. Tu es seul maintenant. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis des mois, la maison était complètement silencieuse. Pas de mensonges, pas de secrets, pas de faux-semblants. Juste le silence et la satisfaction de savoir que la justice avait enfin été rendue. Je pensais que c'était fini. Je le pensais vraiment. Célia faisait face à des accusations de détournement de fonds. L'agence immobilière de Vince s'était effondrée. Et tous deux étaient des parias sociaux dans une ville qui se nourrissait de ragots. J'avais eu ma vengeance, et elle avait un goût plus doux que je ne l'avais imaginé. Mais j'avais sous-estimé leur désespoir. L'attaque a eu lieu un mardi matin alors que je travaillais dans mon bureau à domicile. J'ai entendu des voitures dans l'allée, plusieurs véhicules, ce qui était inhabituel car je n'attendais personne. Par ma fenêtre, j'ai vu la BMW de Célia, suivie d'une camionnette blanche et d'une berline noire. Célia est sortie de sa voiture, l'air abattu. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements froissés, et elle avait perdu du poids au mauvais endroit. Le stress des accusations criminelles et de l'humiliation publique l'avait vieilli de 10 ans en 2 semaines. Vince est sorti de la berline, portant un costume bon marché qui flottait sur lui comme sur un épouvantail. Sa Porsche argentée avait disparu, probablement saisie, et son assurance avait été remplacée par la démarche désespérée d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. De la camionnette sont sortis un serrurier et un homme en costume cher qui ne pouvait être qu'un avocat. Ils étaient suivis par Drea, qui avait apparemment décidé de lier son sort au navire en perdition. J'ai regardé de mon bureau alors qu'ils approchaient de ma porte d'entrée. Ça promettait d'être intéressant. La sonnette a retenti, suivie immédiatement par des coups agressifs. J'ai pris mon temps pour répondre, en m'assurant d'activer le système de caméra de sécurité que j'avais installé après le gala de charité. Quoi qu'il allait se passer, je voulais que ce soit enregistré. Nick, a dit Célia quand j'ai ouvert la porte, il faut qu'on parle. Je ne pense pas, ai-je répondu. Vous êtes sur une propriété privée. Partez. L'avocat s'est avancé, un homme mince aux yeux de prédateur et une mallette pleine de problèmes. Monsieur Ferry. Je suis James Morrison, représentant Madame Ferry. Nous sommes ici pour récupérer les biens qui appartiennent de droit à ma cliente. Quel bien serait-ce? Cette maison. Selon la loi du Connecticut, votre femme a droit aux biens matrimoniaux, y compris le domicile familial. Nous avons une ordonnance du tribunal vous obligeant à autoriser l'accès. Il m'a tendu un document plié. Je l'ai parcouru rapidement. Du jargon juridique sur les ordonnances restrictives temporaires et la préservation des actifs. Ça avait l'air officiel, mais quelque chose clochait. C'est intéressant, dis-je, mais je pense que vous devriez vérifier vos papiers. Cette maison est à mon nom seul. Je l'ai achetée avant notre mariage, et elle n'a jamais été mise en propriété conjointe. L'assurance de l'avocat a légèrement vacillé. Cela devra être vérifié. N'hésitez pas à le vérifier. En attendant, vous êtes tous en train de violer une propriété privée. Je vous suggère de partir avant que j'appelle la police. Vince s'est avancé, le visage rouge de colère. Tu crois que tu peux te cacher derrière des avocats et des détails techniques? Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ta propre vie, ai-je répondu. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le sache. On avait un accord, a dit Célia soudainement. Toi et moi. 22 ans de mariage. Ça doit compter pour quelque chose. Ça comptait pour quelque chose, jusqu'à ce que tu décides de tout jeter pour quelques mois d'excitation avec Monsieur Merveilleux ici. Drea a finalement pris la parole, sa voix stridente de désespoir. Tu n'es pas raisonnable, Nick. Célia a fait une erreur, mais elle est toujours ta femme. Tu ne peux pas la détruire pour une seule liaison. Une seule liaison? J'ai ri. Madame, votre meilleur ami prévoyait de voler de l'argent et de disparaître avec son petit ami. Ce n'était pas une erreur. C'était un complot criminel. Le serrurier s'est raclé la gorge. Excusez-moi, mais s'il y a un litige sur la propriété, je devrais peut-être attendre dans la camionnette. Bonne idée, dis-je, parce que vous ne changerez aucune serrure sur ma propriété.
C'est alors que Vince a fait sa deuxième grosse erreur de notre relation. Il a essayé de me pousser pour entrer dans la maison. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas réglé ça, a-t-il grondé en poussant contre mon épaule. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Les gens désespérés font des choses désespérées, et Vince n'avait plus rien à perdre. Mais je m'étais préparé à ce scénario exact. En fait, dis-je en reculant et en sortant mon téléphone, je pense que vous partez, tout de suite. J'ai activé une application sur mon téléphone et soudain, tous les appareils intelligents de ma maison se sont animés. Le système de son a commencé à diffuser l'audio du gala de charité, la propre voix de Vince déclarant son amour pour Célia, suivi du son de son crash dans les œuvres d'art. La Smart TV du salon s'est allumée avec un diaporama de leur SMS. Même la sonnette caméra a commencé à annoncer leur arrivée à quiconque se trouvait dans un rayon de 100 mètres. Bienvenue au Nick Ferry Show, a tonné ma voix depuis des haut-parleurs cachés. Les invités de ce soir sont Célia la tricheur, Vince le vilain, et Drea la désespérée. L'avocat a fait un bond en arrière comme s'il avait été électrocuté. Le serrurier a carrément couru vers sa camionnette. Mais Célia, Vince et Drea étaient piégés sur mon Porsche, entourés des preuves de leurs crimes et trahisons, diffusées à plein volume. « Éteins ça » a crié Célia en se bouchant les oreilles. « Je ne crois pas, non » ai-je répondu en élevant la voix par-dessus le vacarme. « Vous vouliez venir chez moi et faire des demandes ? Très bien. Donnons un spectacle à tout le quartier. » Et quel spectacle ce fut! En quelques minutes, les voisins ont commencé à sortir de leur maison, attirés par le bruit et le spectacle. Madame Henderson d'à côté a commencé à filmer avec son téléphone. Les adolescents d'en face se sont rassemblés sur leur pelouse comme s'ils assistaient à un concert. Le système audio a passé en revue les plus grands succès, Célia et Vince planifiant leurs escapades romantiques, Drea colportant des ragots sur les mariages des autres, Vince se vantant de ses prouesses sexuelles. Tout cela diffusé en son surround cristallin pour que tout le monde l'entende. « C'est du harcèlement » a crié l'avocat, essayant de se faire entendre par-dessus le chaos. « C'est ma propriété » ai-je crié en retour. Et ce sont mes haut-parleurs. Si vous n'aimez pas la musique, vous êtes libre de partir. Vince a de nouveau essayé de me charger, mais cette fois, j'étais prêt. Je me suis écarté et j'ai laissé son élan l'emporter directement dans la fontaine décorative de mon jardin. L'éclaboussure était audible même par-dessus le système de son, et la foule de voisins a éclaté de rires et d'applaudissements. Il est ressorti en crachant, son costume bon marché trempé et sa dignité en lambeaux. Encore. Tu es fou, a-t-il haleté, l'eau coulant de ses cheveux. Je suis créatif, les jeux corrigés. Il y a une différence. Célia pleurait maintenant. Le mascara coulant sur ses joues pour la deuxième fois en 2 semaines. Nick, s'il te plaît, arrête ça. On peut trouver un arrangement. Un arrangement ? Je me suis approché d'elle sur mon Porsche, piégé entre les haut-parleurs et la foule grandissante de spectateurs. Ma chérie, on a largement dépassé le stade des arrangements. Tu voulais prendre ma maison. Tu voulais m'humilier ? Eh bien, félicitations. Ton vœu est exaucé. J'ai sorti quelque chose de ma poche. Son alliance. Celle que j'avais récupérée du caniveau après notre confrontation à l'hôtel. Je l'ai brandie pour que tout le monde la voie. Il y a 22 ans, j'ai donné ceci à une femme que je pensais connaître. Une femme que je pensais m'aimer. Il s'avère que je me trompais sur les 2 points. J'ai jeté la bague dans la fontaine où Vince se tenait encore. Il l'a regardé, puis m'a regardé, son visage un mélange de rage et de défaite. Garde-la, lui ai-je dit. Considère ça comme un lot de consolation. Le système de son s'est finalement tu, laissant un silence étrange seulement rompu par les chuchotements et les rires de mon public impromptu. L'avocat se dirigeait déjà vers sa voiture, calculant probablement la distance qu'il pouvait mettre entre lui et ce désastre. Le serrurier était parti depuis longtemps. Le spectacle est terminé, les amis, ai-je annoncé à la foule. Merci d'être venus. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Plusieurs personnes ont applaudi. Madame Henderson m'a fait un pouce levé. Les adolescents d'en face ont recommencé à scander « Jerry. Jerry. » Célia, Vince et Drea se tenaient sur ma pelouse, ressemblant à des réfugiés d'une catastrophe naturelle, mouillés, humiliés et complètement vaincus. Encore une chose, dis-je en sortant à nouveau mon téléphone. Toute cette rencontre a été diffusée en direct sur ma page Facebook. Jusqu'à présent,
nous avons environ 3000 spectateurs. Souriez à la caméra. Drea a couvert son visage et a couru vers la voiture. Vince a suivi, dégoulinant toujours de l'eau de la fontaine et marmonnant des menaces. Célia a été la dernière à partir, debout sur ma pelouse comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire ce qui venait de se passer. « Ce n'est pas fini », a-t-elle dit doucement. « Si, ça l'est », ai-je répondu. « C'est fini depuis le moment où tu as décidé de tricher. » Tout ce qui a suivi n'était que du nettoyage. Elle a marché vers sa voiture avec le peu de dignité qui lui restait, ce qui n'était pas beaucoup. Alors qu'il s'éloignait, la BMW, la berline et la Mercedes de l'avocat, je leur ai fait un signe de la main comme si je disais au revoir à des invités après une visite agréable. La foule a commencé à se disperser, mais pas avant que plusieurs voisins ne s'arrêtent pour me serrer la main ou me taper dans le dos. Apparemment, je n'étais pas le seul à en avoir assez de l'arrogance de Vince Hart et de l'arrivisme social de Célia. Sacré spectacle, Nick, a crié Bob Martinez de 2 maisons plus loin. Mieux que la télé par câble. J'ai souri et je suis rentré à l'intérieur, planifiant déjà mon prochain coup. Car malgré ce que j'avais dit à Célia, ce n'était vraiment pas fini. Pas encore. L'appel est venu de ma fille Maddie à 23h ce soir-là. Elle était censée étudier pour ses examens à NYU, mais sa voix était tendue d'excitation et de colère. « Papa, tu dois voir ça. Je t'envoie un email tout de suite. » Maddie, il est tard. Ça ne peut pas attendre jusqu'à... Non, ça ne peut pas attendre. Maman et ce salaud ne sont pas seulement des tricheurs. Ce sont des criminels. De vrais criminels. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé son email. En pièces jointes se trouvaient des dizaines de documents, relevés bancaires, factures, correspondances entre Célia et Vince. Mais ce n'étaient pas les dossiers de détournement de fonds que j'avais déjà découverts. C'était quelque chose de plus gros. « Où as-tu trouvé ça ?» ai-je demandé en parcourant les fichiers. Maman a laissé des trucs dans ma chambre d'étudiant quand elle est venue le mois dernier. Des papiers financiers, des documents d'assurance. Je n'y ai pas pensé jusqu'à ce que je voie les nouvelles de son arrestation. Puis j'ai commencé à regarder de plus près. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Célia et Vince n'avaient pas seulement volé Prestige Motor. Ils avaient prévu de me faire porter le chapeau. Les documents montraient un plan systématique pour faire de moi le bouc émissaire de leur stratagème de détournement de fonds. Ils avaient ouvert des comptes bancaires à mon nom, falsifié ma signature sur des documents financiers et créé une piste papier qui aurait mené les enquêteurs directement à ma porte. Papa, ils allaient te laisser aller en prison pour leurs crimes. Je fixais les preuves, nauséeux. Ce n'était pas assez qu'ils aient détruit mon mariage et m'aient humilié publiquement. Ils avaient prévu de détruire ma vie entière, de m'envoyer en prison pour des crimes que je n'avais pas commis pendant qu'ils disparaissaient avec l'argent volé. Depuis quand sais-tu ça, ai-je demandé. Je l'ai compris hier, mais je voulais être sûr avant d'appeler. Papa, il y a plus. J'ai trouvé des preuves qu'ils prévoyaient de simuler ton suicide. La pièce a tourné autour de moi. Quoi? Des polices d'assurance, des lettres de suicide falsifiées, même des recherches sur des poisons intraçables. Ils n'allaient pas seulement te faire accuser. Ils allaient te tuer et faire croire que tu ne pouvais pas vivre avec la culpabilité. 22 ans de mariage. 22 ans à partager un lit, une maison, une vie avec quelqu'un qui avait prévu de m'assassiner. J'ai déjà appelé le FBI, a poursuivi Maddie. Ça dépasse les frontières de l'État, ça implique des crimes fédéraux. Ils prennent ça au sérieux. Bien joué, ma fille, ai-je réussi à dire. Envoie tout à mon avocat aussi. Et Maddie. Oui, papa. Je suis fier de toi. Tu viens probablement de me sauver la vie. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau, fixant les preuves de la trahison ultime de ma femme. L'affaire avait été assez grave. Le détournement de fonds avait été pire. Mais la tentative de meurtre. C'était dans une autre catégorie. Mon téléphone a sonné. C'était Pete. Nick, tu dois descendre ici maintenant. Où ça, ici? À la marina. Vince essaie de quitter la ville. Il a un bateau chargé de valises et de ce qui ressemble à beaucoup d'argent. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit jusqu'à la marina de Millbrook aussi vite que ma Honda le permettait. Pete attendait sur le parking, avec 2 agents du FBI qui suivaient apparemment Vince depuis l'appel de Maddie. Monsieur Ferry.
L'agente principale était une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux gris acier et l'assurance de quelqu'un qui a tout vu. Je suis l'agente Sarah Chen. Nous devons parler. Elle m'a rapidement mis au courant. Sur la base des preuves de Maddie, ils avaient obtenu des mandats d'arrêt pour Celia et Vince. Celia était déjà de retour en détention, mais Vince s'était éclipsé de son hôtel. Un tuyau de pète les avait menés ici. Il est sur ce yacht, a dit l'agent Chen en montrant un bateau blanc élégant amarré au bout du quai. Un cigarette de 12 mètres, assez rapide pour atteindre les eaux internationales avant qu'on puisse le rattraper. De quoi avez-vous besoin de moi? De rien. Restez juste en arrière et laissez-nous gérer ça. Mais alors que nous regardions, Vince est apparu sur le pont du bateau. Même de loin, je pouvais voir qu'il était agité, se déplaçant rapidement pour défaire les amarres. Les moteurs du bateau tournaient déjà. Il tente de s'enfuir, a dit l'agent Chen dans sa radio. Intervenez maintenant. Des agents fédéraux sont sortis de leur cachette autour de la marina, mais Vince les a vus arriver. Il a mis les gaz et s'est éloigné du quai, projetant des gerbes d'eau et de gaz d'échappement diesel. Pendant un instant, on aurait dit qu'il pourrait vraiment s'échapper. Le bateau était rapide et il avait une longueur d'avance. Mais alors, quelque chose de magnifique s'est produit. Les moteurs se sont arrêtés. Le yacht a dérivé jusqu'à un arrêt complet à environ 50 mètres du rivage, mort dans l'eau. Vince est réapparu sur le pont, essayant frénétiquement de redémarrer les moteurs. Rien ne s'est passé. Panne mécanique, a demandé l'agent Chen. Pète a souri. Plutôt sabotage mécanique. J'ai peut-être rendu une petite visite à ce bateau plus tôt dans la journée. C'est incroyable comme un peu de sucre dans le réservoir de carburant peut vous gâcher la journée. Les agents du FBI ont échangé un regard. Nous n'avons pas entendu ça, a dit l'agent Chen. Ils ont arrêté Vince sur l'eau, le ramenant à terre menotté pendant qu'il criait sur ses droits et exigeait un avocat. Le bateau a été saisi, ainsi que 3 valises pleines d'argent et une mallette contenant de faux passeports. Combien d'argent, ai-je demandé alors qu'ils inventoriaient les preuves. Le décompte préliminaire montre environ $200 000 en espèces, a répondu l'agent Chen. Plus des obligations aux porteurs, des bijoux, et ce qui semble être une liste de comptes offshore. $200 000. De l'argent volé à Prestige Motor. De l'argent qui m'aurait été imputé. De l'argent qui aurait payé leur nouvelle vie pendant que je pourrissais en prison ou que je gisais mort dans un faux suicide. Il y a autre chose, a dit l'agent Chen en me prenant à part. Nous avons trouvé ça dans sa mallette. Elle m'a tendu un sac de preuves en plastique contenant une petite fiole de liquide clair. Le test préliminaire sur le terrain montre que c'est de la ricinée. Extrêmement mortel, pratiquement intraçable si administré correctement. Le poison qu'ils avaient prévu d'utiliser sur moi. La pièce finale de leur crime parfait. J'ai regardé la fiole, pensant à quel point j'étais passé près d'être leur victime au lieu de leur némésie. Si je n'avais pas découvert l'affaire quand je l'ai fait, si je ne m'étais pas défendu, si Maddie n'avait pas trouvé ces documents. Monsieur Ferry, tout va bien? Je vais bien, dis-je, bien que je n'en sois pas sûr. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, ils font tous les deux face à des accusations fédérales. Complot, détournement de fonds, tentative de meurtre, fuite pour éviter les poursuites. Ils risquent 25 ans à la perpétuité, au minimum. 25 ans à la perpétuité. C'était plus que ce que j'avais jamais espéré quand tout cela a commencé. Alors que les agents du FBI emmenaient Vince, il m'a aperçu sur le quai. C'est de ta faute, a-t-il crié. Tu as tout détruit. Tu as ruiné ma vie. Non, Vince, ai-je répondu. Tu as ruiné ta propre vie. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le sache. Il criait encore des menaces alors qu'il le mettait à l'arrière du véhicule fédéral. Quelque chose sur le fait qu'il se vengerait, qu'il me le ferait payer, que ce n'était pas fini. Mais c'était fini. Finalement, complètement, et de manière satisfaisante. Le lendemain matin a apporté la nouvelle que Celia avait accepté de coopérer avec les procureurs fédéraux en échange d'une peine réduite. Elle allait témoigner contre Vince, détaillant tout leur complot, de l'affaire au meurtre planifié. Elle m'a appelé une dernière fois depuis la détention fédérale. Nick, je suis désolé. Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille, Celia? Juste la tromperie? Juste le vol?
Ou étais-tu d'accord pour me faire accuser de tes crimes? J'avais peur. Vince a dit que c'était le seul moyen pour nous d'être ensemble. Et le poison? Avais-tu peur quand tu cherchais des moyens de me tuer? Silence à l'autre bout du fil. Je t'ai aimé un jour, a-t-elle dit finalement. Non, tu ne m'as pas aimé. Tu aimais ce que je pouvais fournir. La sécurité, la respectabilité, quelqu'un à blâmer quand tes plans tournaient mal. Mais tu ne m'as jamais aimé. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et tu sais quoi? J'en suis content. Parce que la femme que je pensais aimer n'a jamais existé. Ce n'était qu'un masque que tu portais pour cacher le monstre en dessous. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Quoi qu'il arrive, je ne voulais plus jamais entendre sa voix. Cet après-midi-là, je me suis rendu sur la place de la ville où une petite foule s'était rassemblée autour de la fontaine. Quelqu'un avait installé une plaque commémorant l'incident du gala de charité de Millbrook. On pouvait y lire, en ce lieu, Vincent Hart a appris que la gravité affecte tout le monde de la même manière. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Même dans une ville pleine de commères et d'arrivistes, il y avait encore de la place pour la justice. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Maddy. Vu les nouvelles. Fier de toi, papa. Maman et Vince ont eu ce qu'ils méritaient. Elle avait raison. Ils avaient eu ce qu'ils méritaient. Pas par un sens cosmique de la justice, mais par leur propre cupidité, leur stupidité et leur sous-estimation de l'homme qu'ils avaient essayé de détruire. Je suis retourné à ma voiture, passant devant la fontaine où j'avais jeté l'alliance de Celia, devant le country club où leur humiliation publique avait commencé, devant tous les endroits où mon ancienne vie était morte et ma nouvelle était née. 22 ans de mariage, et ça s'était terminé avec ma femme en prison fédérale et son amant risquant la perpétuité. Pas la fin que j'attendais quand j'ai dit, oui, il y a toutes ces années, mais c'était la fin qu'ils avaient méritée. En rentrant, j'ai pensé à la suite. La maison serait calme maintenant. Plus de mensonges, plus de secrets, plus de faux-semblants. Juste moi, ma fille qui m'avait sauvé la vie, et la satisfaction de savoir que parfois, juste parfois, les gentils gagnent. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté assis un moment, regardant la maison qui était enfin vraiment la mienne. Plus de propriétés conjointes, plus d'hypothèques partagées, plus de questionnements sur ce que ma femme faisait vraiment quand elle prétendait travailler tard. Mon téléphone a sonné une dernière fois. C'était l'agent de chaîne. Monsieur Ferry, j'ai pensé que vous voudriez savoir. Vincent Hart vient d'accepter de plaider coupable à toutes les accusations. Il risque la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et Celia? 25 ans minimum. Avec sa coopération, elle pourrait sortir quand elle aura 65 ans, peut-être. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. La perpétuité sans libération conditionnelle pour Vince. 25 ans pour Celia. La justice servie avec une touche d'ironie poétique. Je suis sorti de ma voiture et je me suis dirigé vers ma porte d'entrée, les clés tintant dans ma main. En attrapant la serrure, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Le numéro de la maison, 247, projetait une ombre sur la porte qui ressemblait à un doigt d'honneur. Même ma maison disait à Celia et Vince ce que je pensais d'eux. J'ai ri aux éclats, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré dans ma nouvelle vie.